va démarrer. On s'est déjà adapté à toute cette logistique. Donc, les arthralgies chez l'enfant, c'est un motif fréquent de consultation. Vous êtes tous pratiquement amenés à avoir des enfants qui ont un symptôme articulaire quelconque et vous devez faire la part dans toute la pathologie ostéo-articulaire qui fait à peu près 300 maladies. Ce n'est pas évident et vous devez trouver votre diagnostic parce que certaines vont entraver le pronostic, soit vital, soit fonctionnel. Donc, il y a urgence diagnostique. Les rhumatismes chroniques sont rares dans tout ça. Et la rhumatopédiatrique, ce n'est pas du tout la rhumato d'adulte. Quand ils viennent en consultation de rhumatopédiatrique, ce n'est pas les rhumatismes chroniques en premier lieu, c'est toutes les autres pathologies qui sont plus fréquentes qu'on va déblayer et qu'on doit éliminer avant de passer donc, au diagnostic certain. Donc, un des motifs quand même qui est fréquent en rhumato, et je pense qu'il n'est pas du tout, c'est pas aussi rhumato que ça, c'est la fièvre prolongée. Tous les pédiatres, la fièvre prolongée à la suspicion de RA, tous les pédiatres sont aussi performants que moi, sinon plus, dans la gestion de la première étape du moins dans ces maladies-là. Donc, je vais passer le cas clinique 1. C'est un enfant libyen de 4 ans et demi, issu d'un mariage non consanguin et qui vient pour une arthrite des chevilles et des métacarpophalangiennes avec arthralgie des poignets évoluant depuis 2 mois, mais ce n'est pas sur toute la période. Au fait, c'est un enfant qui fait des arthralgies des poignets à bascule qui durent quelques jours, habituellement 3 jours jusqu'à 15 jours maximum. Donc, il a été initialement traité par antibiothérapie parce qu'il avait une monoarthrite donc, dans le sud. Et le rhumato d'adulte qui le voit à Tunis, il me l'adresse pour une arthrite juvénile idiopathique. Donc, à l'interrogatoire, l'horaire des douleurs, c'est inflammatoire. Ça réveille l'enfant la nuit. Il a des arthrites, mais sans rougeur. Il fait de la fièvre, recrudescence nocturne et il n'a pas de dérouillage matinal. À l'examen clinique, c'est un enfant qui est très difficile à examiner. On a l'impression qu'il est hyperalgique. Il ne s'exprime pas très bien. Il a 4 ans et demi à peine. Il ne comprend pas le dialecte tunisien, ni lui, ni la mère. Donc déjà, il y a beaucoup de difficultés pour mener cet examen. Mais déjà à l'inspection, il a au moins une cheville gauche qui est siège d'une arthrite, on a l'impression. Les 2 poignets sont aussi œdémacés. Vous voyez sur les photos du bas, ces poignets. Donc pour nous, c'était une arthrite et il y avait uniquement une limitation des petites articulations des métacarpophalangiennes. Sinon, le reste de l'examen, on n'a pas grand-chose. Il est apéritique, mais après, il va faire de la fièvre. Donc, est-ce que déjà sur ces impressions, vous achetez le diagnostic d'AGI? Est-ce que ça paraît probable déjà, comme ça? Non? Pourquoi? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? L'âge, garçon, tout ça n'exclut pas. Vous n'avez pas assez d'arguments, mais là, on a l'impression que c'est une AGI. On n'a pas facilement une atteinte des petites articulations. L'âge et le sexe ne sont pas du tout contre le diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique. Ça peut toucher l'enfant de 6 mois jusqu'à 16 ans. Donc ça, ce n'est pas un critère, même si c'est plus fréquent que chez la fille. Donc, ce qui m'a intriguée pour cette observation, au tout début de l'examen, c'est que l'impression que l'œdème prédomine au niveau de la paume, du dos de la main et dos des pieds. Et c'est pas tellement, on a l'impression que cet œdème, il diffuse vers les articulations adjacentes et pas le contraire. Donc, on doutait sur l'arthrite déjà ou pas. Donc, quand on doute sur une arthrite, il faut aller confirmer arthrite ou pas. On ne peut pas prendre ce diagnostic comme ça pour le moment. Et de toutes les façons, une arthrite juvénile idiopathique, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut tout éliminer avant de passer à ce diagnostic-là. Donc, c'est un enfant fébrile et qui a des arthrites. Il faut commencer par éliminer
pas tellement l'infectieux, de toute façon, devant le recul et le caractère multifocal, mais il faut éliminer toutes les arthrites réactionnelles. On peut commencer par une infection quelconque, mais après, on va faire des arthrites réactionnelles, et particulièrement les virus. Et le parvovirus B19, c'est parmi les virus qui donnent des arthrites réactionnelles qui peuvent durer plusieurs semaines, voire parfois des mois, et ça prédispose même à la GI. Donc, tout le bilan infectieux va revenir négatif. L'NFS chez cet enfant-là a montré une hémoglobine 9,7, donc avec une formule blanc normale et des plaquettes normales. Le frottis était normal, de même que le bilan de lyse tumorale, il était normal, et l'examen ophtalmo à la lampe à fente était normal. Et on n'a que des anticorps antinucléaires positifs 1 sur 640 de type moucheté, et l'échographie articulaire a prouvé l'athénosynovite des deux poignets. Vous achetez la GI ou pas? On a confirmé une arthrite, il a des anticorps, donc logiquement, oui, facilement d'ailleurs. Et donc à cette étape, sauf que pour nous, le petit problème qui se posait, donc ça c'est tout le bilan qui était négatif, chez cet enfant-là, sa polyarthrite évoluait au fait de petites poussées, et ça n'a jamais, aucune des articulations n'a duré sur le plan évolutif 6 semaines. Et dans la définition, il faut avoir l'arthrite chronique pendant 6 semaines. Donc ça gênait quand même, sauf que donc, on a traité par INS en attendant le bilan pré-thérapeutique. C'est un enfant qu'on allait traiter par méthotrexate, et donc on le préparait pour ça. Et 1 mois plus tard, il revient, mais il n'a pas ramené tout son bilan, n'était pas tout prêt, et donc il restait bien sûr symptomatique, mais sauf que cette fois-ci, il y a 2 articulations qui ont évolué sur les 6 semaines, et donc on est encore plus à l'aise, et la décision est prise pour traiter par le traitement par méthotrexate. 1 semaine après, on le revoit juste pour récupérer le bilan et pour démarrer. Il était très fébrile et il avait une virose intercurrente, il avait une laryngite, des signes d'imprégnation virale. Donc il a le bilan qui est ramené, donc, entre autres les anticorps antinucléaires qui sont positifs, et il avait un bilan pré-méthotrexate dans l'NFS. Il avait une bicytopénie avec hémoglobine à 8,7 et une VS à 40 avec une neutropénie qui s'est installée. Donc, comme il a la virose, de toute façon, on ne va pas démarrer un traitement. On va le réhospitaliser dans 1 semaine après. Donc, ça fait pratiquement 1 mois et demi. Et donc, vous voyez que après, la semaine d'après, c'est un enfant qui a fait toute sa bicytopénie. Donc, c'était une forme non leucocytaire, non tumorale, qui a évolué déjà depuis 2 mois auparavant et 1 mois et demi durant le suivi. C'est pour dire que, quand même, la leucose et les causes, les hémopathies malignes, et vous avez eu une conférence hier sur ça, ça reste toujours les diagnostics d'élimination les plus difficiles parfois, et il faut accorder de l'importance toujours à une petite anomalie, et les 9,7 au début, c'était mis sur le compte d'une anémie inflammatoire. Et toutes les maladies inflammatoires ont à peu près ce taux d'hémoglobine comme ça, ils se présentent comme ça. Donc, la moralité de l'histoire, il faut toujours y penser, il ne faut jamais mettre un traitement corticoïde chez un enfant qui a des symptômes osso-articulaires, et quand on n'a pas de diagnostic, il faut vérifier toujours, on revient à la case de départ. Bien sûr, il y a le neuroblastome et la leucose, et là, dans cet article anglais, vous voyez que la cytopénie, elle est absente pratiquement chez 24%, donc un enfant sur 4. L'atteinte d'une seule lignée, c'est dans 50%, et l'absence de syndrome tumoral, c'est chez un enfant sur 2. Et donc, c'est pour ça que parfois, c'est difficile à exclure. Et les douleurs osseuses, c'était difficile chez cet enfant-là, et de véritables arthrites peuvent se voir quand il s'agit d'une leucose. Donc, pas forcément des douleurs osseuses. Classiquement, ce qu'on enseigne, quand il y a des douleurs osseuses, on pense aux leucoses, mais pas quand il y a des arthrites. Habituellement, c'est plus rassurant.
Le deuxième cas clinique, il est récent. Donc, c'est une fille de 9 ans qui m'a été adressée pour faire prolonger avec altération de l'état général. Et elle a commencé par une aphthose buccale qui évolue dans un contexte d'apyrexie initialement. Puis l'enfant est devenu très fébrile. Et une semaine avant l'admission, elle fait une diarrhée liquidienne, non glaireuse ni sanglante, à raison de 3 épisodes par jour. Et à l'examen, l'état général de l'enfant était altéré, elle était asthénique, elle n'avait pas de syndrome tumoral, elle avait l'aphthose buccale de type miliaire. Et à l'examen, déjà en ambulatoire, le pédiatre a constaté ces condylomes périanaux et avec 2 ulcérations avoisinantes. Et cet enfant a été suspect quand même de végétation. Et cet enfant a eu une PCR du papillomatose et la PCR était négative. Donc, voilà les photos de cette fille. Donc, vous voyez sur la photo du haut et à gauche, il y a l'ulcération sur le pli interfessier à 2 cm de la marge anale. Vous voyez la protrusion de ce paquet, l'impression que c'était des végétations. Et vous avez une autre ulcération à 3 heures en périanal. Et donc, là, l'aphthose miliaire, vous ne la voyez pas très bien. Et donc, qu'est-ce que vous suspectez facilement? Crohn. Très bien. On suspecte un Crohn, sauf que l'enfant est venu, déjà, on va voir. Donc, on a discuté tout ça, c'est juste pour qu'on passe en revue un petit peu ces pathologies qu'on discute en rhumato. La colite infectieuse, épidémie oblige, l'état général, c'est un enfant fébrile devant vous, on la discute toujours, mais ça n'explique pas tout de toutes les façons. La maladie de Behçet, ça explique peut-être l'aphthose buccale, mais pas l'atteinte anale. L'aphthose, elle est génitale. Et l'atteinte digestive dans la maladie de Behçet, c'est plutôt des hémorragies digestives et pas une diarrhée liquidienne. Le lupus, oui, c'est le terrain, sexe et âge. L'aphthose peut s'expliquer, une atteinte digestive aussi. Dans le cas d'un lupus, ça peut se voir. La maladie de Crohn, bien évidemment, vous avez assez de critères, sauf que la diarrhée n'est pas typique d'une MICI. Et un déficit immunitaire, ça a été discuté à un moment parce qu'on a pensé que c'est vrai que c'est des végétations et on a revu avec le dermatologue quand même cet enfant pour ce paquet qui nous a paru. Nous aussi, comme le pédiatre, ça ressemblait à des végétations. Donc, sur le plan, elle est venue avec ce bilan-là. Elle avait un syndrome inflammatoire biologique franc. Elle avait une tendance à la lymphopénie et un test de Coombs direct qui était positif de type IgG. Donc, ces 2 éléments sans quand même nous ramènent un petit peu vers le lupus, mais l'atteinte digestive, il faut la documenter. Donc, on a refait l'échographie à l'hôpital. Elle était en faveur d'une MICI puisqu'on a trouvé un épaississement pariétal du côlon transverse. Le bilan qui a été fait dans le service a montré un bilan nutritionnel et viscéral normal au tout début, la copro était négative, la sérologie HIV négative et les anticorps antinucléaires étaient positifs 1 sur 640, alors que les anti-ENA, donc les anti-antigènes solubles, les étaient tous négatifs, donc pas de spécificité particulière et le complément sérique était normal, donc on ne pouvait pas retenir un diagnostic de lupus malgré tout chez cet enfant-là. Et l'exploration, le reste de l'exploration a confirmé qu'il s'agit d'une maladie de Crohn et c'est une fille qui a perdu 5 kilos dans les 15 jours d'hospitalisation. Et donc après, donc le diagnostic a été confirmé, histologie, et c'est une fille qui a été en poussée sévère et elle a été traitée aussi bien par corticoïdes que NEDC et anti-TNF-alpha à cause de l'atteinte périnéale qui est une indication, un traitement d'emblée par les anti-TNF. Donc, elle a eu à la première semaine, 2e semaine et 6e semaine. Et l'évolution, c'était spectaculaire. Donc, de tous les signes d'activité, tous sont normalisés. L'atteinte anale s'est améliorée de façon importante, presque à 80%, jusqu'à son transfert.
donc en gastro-pédiatrie dans un autre service. Et pour continuer le reste du traitement anti-TNF, une injection toutes les 2 semaines. Le cas clinique numéro 3, c'est une fille de 4 ans et demi, sans antécédents, et elle s'est présentée pour une tuméfaction palpébrale droite, rouge, il y a 1 an, c'est-à-dire c'était en février 2022, et à l'IRM orbitaire, on parlait d'une lésion vasculaire centrée par du liquide évoquant un lymphangiome kystique. Elle va avoir une injection de bléomycine au niveau de l'œil, au niveau sous-cutané, donc du côté droit, la bléomycine étant un antimitotique qu'on injecte dans les tumeurs bénignes et même dans certaines tumeurs malignes quand elles ne sont pas accessibles à un traitement par chimiothérapie. Donc on n'avait pas de toute façon l'expérience de cette molécule et dans l'histoire, cet enfant a bilatéralisé ses lésions avec l'œdème palpébral, l'œdème périorbitaire qui est devenu bilatéral. Donc la tuméfaction est devenue bilatérale, beaucoup plus inflammatoire et on a retenu un diagnostic d'allergie aux produits. Et c'est une fille qui a été mise sous corticoïdes. Et elle va faire des va-et-vient sur les doses de corticothérapie. Elle s'améliore, on diminue, c'est récidive, on revient à la dose de corticoïdes. Elle a eu un minimum de 2 mois, puis ça a été repris aussi au cours de l'évolution. Donc, si vous voyez cette fille-là, supposant que vous n'avez pas cette histoire de bléomycine, vous allez penser à quoi? Dermatomyosite. Pourquoi dermatomyosite? Plus qu'autre chose. Pourquoi pas lupus? Je vous dis qu'elle a une photosensibilité. Bilatérale, oui, même si c'est bilatéral dans le lupus aussi. L'âge, oui. Quoi encore? L'importance de l'œdème palpébral. Dans le lupus, la lésion, c'est en vespertilio, ça prédomine au niveau des joues et au niveau du nez. Ça peut diffuser un petit peu en latéral, alors que dans la dermatopolymyosite, c'est beaucoup plus diffus. Et ce qui est important, c'est l'œdème périorbitaire, comme chez cet enfant-là. Et il y a sa vidéo. Je peux passer une vidéo? Je ne sais pas. Je vais essayer. Oui, une vidéo. Oui, non, monsieur vidéo. Regardez cet enfant, comment elle se lève, elle élargit son polygone, elle a une démarche dandinante, elle prend appui avant de se relever. Donc ça traduit une atteinte musculaire et elle a une hyperlordose, donc ça traduit une atteinte musculaire. Elle marche comme un myopathe. Et ça, c'est quand elle s'est améliorée. Ce n'est pas d'emblée. L'examen d'emblée, il a montré au fait, déjà à l'histoire, on retrouvait cette fatigabilité qui était sous-estimée par rapport à l'atteinte cutanée et ceux qui lui ont injecté, ils se sont acharnés sur l'atteinte cutanée, alors que pour la mère, elle trouvait que c'est normal, peut-être que son enfant était très asthénique. Et quand elle était venue, c'est une fille qui est totalement alitée. Je m'excuse de ne pas avoir caché les yeux, c'est pour voir les yeux, l'œdème et l'évolution de ces lésions-là. Donc, elle avait une force musculaire qui est cotée 0 à 2 maximum. C'est une fille qui n'arrivait pas à se relever du plan du lit. Elle est alimentée par la mère. L'enfant, pratiquement, elle a une tête totalement ballante comme un nourrisson. Donc, elle a une hypotonie axiale. La force était 0 au niveau des muscles du cou. Donc, c'était un diagnostic évident de dermatopolymyosite aidé par l'atteinte cutanée. Donc, elle avait tous les critères de l'atteinte musculaire, clinique, électrique, enzymatique et histologique, avec une atteinte sévère. Et l'histologiste m'appelle pour me dire que c'est des lésions nécrotiques très importantes. Et je crois que cet enfant
puisse récupérer totalement. Il y a tellement de la nécrose et bien sûr beaucoup d'inflammation. Et donc, c'est une fille chez qui on a repris les corticoïdes donc en septembre, on est, je crois, 3 bolis, pleine dose, aucune amélioration, alors qu'habituellement, tous les enfants qu'on traite, ils s'améliorent très rapidement après les bolis. Aucune amélioration. Et l'amélioration, elle n'a commencé à être palpable qu'à partir pratiquement de 2 mois. Donc, de toute façon, on n'a donné que les 4 semaines de pleine dose, puis on a commencé la dégression. Avec le méthotrexate, bien évidemment, on donne les deux à la fois dans la dermatopolymyosite. Et la vidéo que vous avez vue, c'est après 2 mois pratiquement d'évolution, quand elle a commencé à marcher. Le père était tellement content et elle tellement contente qu'il a pris donc en vidéo jouer au ballon. Donc, ces 3 observations, c'est juste pour un petit message concernant les anticorps antinucléaires. Je dirais qu'on peut avoir des anticorps antinucléaires positifs pour un oui ou pour un non. Donc, très facilement, vous pouvez tomber sur des anticorps antinucléaires. Et vous avez vu, celle qui avait la maladie auto-immune, elle avait à peine un taux à 1 sur 100, alors que la leucose, elle avait 1 sur 640 et aussi la maladie de Crohn. Donc, c'est juste pour rappeler que même les sujets sains, on peut avoir une positivité qui est variable dans la littérature, qui va de 1 jusqu'à 5%, et que, bien évidemment, toutes les infections peuvent prédisposer. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de doser des anticorps au moment d'une infection. Or, quand vous avez un enfant qui vient pour une fièvre prolongée, vous allez tout faire et ratisser large de toute façon. Et donc, c'est une source d'erreur parfois. Et donc, tout peut donner, les cancers, des médicaments, des implants mammaires en silicone, ce n'est pas pour l'enfant, mais ce n'est pas grave. Et donc, dans la population normale, même la femme, pour la population normale, a plus de chances d'avoir des anticorps antinucléaires positifs. Bien évidemment, et même chez les parents de sujets qui ont une connectivite, on peut tomber sur des anticorps antinucléaires positifs. La grossesse, c'est un terrain de déficit immunitaire, je dirais, par excellence, et donc elles font des anticorps antinucléaires positifs. Les infections, tous les germes pratiquement, surtout d'ordre viral, peuvent donner des anticorps antinucléaires positifs, mais surtout le BV par excellence et le virus de l'hépatite C. Sinon, tous les autres peuvent prédisposer. Les maladies systémiques, bien évidemment, quand les enfants sont adressés avec un taux d'anticorps antinucléaires positifs, toujours la hantise, est-ce qu'il n'a pas une maladie auto-immune? Donc là, la liste des maladies auto-immunes, toutes les connectivites, mais aussi toutes les maladies auto-immunes, de la thyroïde, de l'hépatite auto-immune, la cholangite auto-immune, la cirrhose biliaire primitive et la maladie de Crohn, c'est classiquement associé donc à des anticorps antinucléaires positifs. Et c'était une auto-immunité tout simplement qui est là. Il faut expliquer aux parents, il ne faut pas contrôler ces anticorps, sauf si vous avez une clinique qui est compatible avec l'une de ces maladies-là auto-immunes. Sinon, il ne faut pas les contrôler. C'est une source d'anxiété pour tout le monde et un problème d'économie de santé. Donc là, vous avez la liste des médicaments. Vous voyez qu'elle est très longue. Entre autres, les anti-TNF, la biothérapie, entre autres, les anti-TNF peuvent donner des anticorps antinucléaires dans le suivi. Ils peuvent faire même des lupus dans le suivi. Alors, le cas clinique 4, je ne sais pas, j'ai encore le temps. Celui-là, quand même un autre. Donc, il est de 6 ans, originaire du Gabon. Il est adressé en 2021 pour fièvre évoluant depuis 7 jours. Il a été amygdalectomisé à l'âge de 5 ans. Donc, sa fièvre oscillait entre 38,5 et 39. Et il a une éruption cutanée depuis 5 jours. Quelques douleurs abdominales. Et à l'examen, il était fébrile. L'état général n'était pas très fameux. Il avait son éruption cutanée sans aucune spécificité. Elle intéressait le tronc, des macules qui intéressent le tronc, et avec intervalle de Posen. Il avait une conjonctivite, une kéylite, une raideur méningée, et c'est tout.
Donc, vous suspectez quoi? Un Kawasaki, et ce serait un Kawasaki complet. Est-ce qu'il est complet ou pas? Ou partiel? Il est partiel, il n'a pas l'atteinte des extrémités, il n'a pas aussi les adénopathies. Donc même si c'est un Kawasaki, ce serait partiel, sauf que c'est un enfant qui est assez âgé, quand même 7 ans. Et elle a été vécue en 2021, la pleine année des Covid et du variant Delta et de l'épidémie de MISC. Donc, au fait, pour le médecin de garde, donc là, je vais passer vite, toutes les suspicions diagnostiques. Donc là, c'est les PCR Covid, la sérologie Covid, ça c'est après. Hein. Donc bien sûr, les sérologies, ça met entre 10 et 15 jours pour qu'on ait un résultat. Donc généralement, les 15 premiers jours, hein, on doit se débrouiller sans vraiment prélèvement bactériaux, sauf si on a la chance de pouvoir faire des PCR, mais il faut ratisser large. Donc au fait, pour le médecin de garde, il a pris en charge comme un MISC. Et il n'avait pas d'atteinte cardiaque. Donc, agissait d'évolution, il a été traité par vénoglobuline et corticoïdes en IV 2 mg/kg et aspégique anti-agrégant. Il fait une apérixie de 48 heures et puis, hop, il reprend sa fièvre dans le service. Et c'était une fièvre qui est concomitante à une éruption à chaque fois. Et l'éruption était un peu pâle, ressemblante, exactement ce qu'on voit dans la maladie de Still. Et en plus, il a fait ses arthrites à J15. Donc le problème, c'était bien évidemment la discussion, toujours, est-ce que c'est un Kawasaki? Oui ou non? C'est un Kawasaki qui est résistant ou pas? Si c'est résistant, vous allez passer un traitement par anti-L6, chose qui n'est pas accessible. Donc, comment raisonner pour cet enfant? Et je suis sûre que tous, vous avez vécu des observations pareilles. Donc, c'était déjà un Kawasaki partiel ou MISC. Or, avec cette sérologie négative, il n'y a pas eu d'exposition. Le MISC paraît moins probable que le Kawasaki. Et donc, dans la littérature actuelle, on classe certains malades MISC, Kawasaki, quand c'est un MISC et qui commence par des signes cutanés d'un Kawasaki. Voilà. Donc, cet enfant, on n'avait rien à tenter de toute façon. On n'avait pas d'autres thérapeutiques, d'autres solutions. On ne va pas reprendre les corticoïdes à zéro. De toute façon, il est déjà sous traitement corticoïde pleine dose. Il a fait tout ça. Tout ce qu'on a fait, c'est introduire l'indométacine comme maladie de Still parce que sa courbe de température était très caractéristique. Et avec le temps, c'est un enfant qui n'a plus ses arthrites, qui n'a plus l'éruption, et on a un recul qui est actuellement de 1 an et demi, et après 5 mois, on a arrêté l'indométacine. Au fait, j'en parle parce que quand même, on a eu beaucoup d'arthrite post-Covid, et donc là, les malades de rhumato, soi-disant, ont augmenté après l'épidémie Covid, et donc on a des malades qui nous posent énormément de problèmes comme ça. Bon, allez, je vais zapper, je vais faire le tout dernier Kahao, Madame Samoud. Alors. C'était des cas de maladie de Still, juste pour fixer, c'est pas la peine. Donc voilà, le cas clinique 8, c'est juste pour dire que c'est une fille qui a été admise pour douleur articulaire fébrile d'une hanche gauche avec impotence fonctionnelle. Elle a été hospitalisée en orthopédie et donc on a trouvé que la mobilisation de la hanche gauche était limitée. Il y avait la fièvre et sur son bilan, donc cette fille-là, elle avait un bilan qui est un peu mitigé. La VS était accélérée, la CRP était modérément élevée, il n'y avait rien à la radio, mais à l'écho, on avait une synovite, un épanchement bilatéral au niveau des deux hanches. Donc c'était une oligoarthrite. Et je vous épargne toutes les sérologies, bien évidemment, comme tout le monde. Elle a eu déjà la ponction
articulaire en orthopédie et il y avait pratiquement, c'était un liquide inflammatoire, tout simplement une culture négative. Donc, je vais passer, c'est juste pour passer en fin de compte le bilan de cette fille-là, en fin de compte, a montré une sérologie cœliaque positive avec à la biopsie aussi une atrophie villositaire, donc d'une maladie, en faveur d'une maladie cœliaque. C'est juste pour dire que l'association maladie cœliaque et atteinte articulaire, elle est fréquente. La maladie cœliaque, c'est la deuxième maladie auto-immune la plus fréquente après le diabète chez l'enfant. Et on est un pays où la maladie cœliaque, elle est très fréquente. Et donc, on a appris à demander plus facilement la sérologie cœliaque devant toute manifestation articulaire qui reste inexpliquée, qu'elle soit aiguë ou chronique. Et on a eu 2 maladies de style révélant une maladie cœliaque, et on a eu une forme oligo-articulaire. On a eu une forme polyarticulaire qui a été diagnostiquée à l'occasion du dépistage dans le cadre de l'enquête nationale qui a été faite par Mounjib Ben Haris. Donc, c'est uniquement ces 5 cas sur les 300 AGI, mais les anciens cas, on ne faisait pas systématiquement la sérologie. Voilà, j'ai terminé. Merci Zahra, toujours aussi précise et concise. Est-ce que vous avez des questions concernant ces cas cliniques, concernant la conduite à tenir devant des arthralgies ou des arthrites chez l'enfant? Oui, docteur Boussette. Donc, on doit faire une sérologie maladie cœliaque de manière systématique? Oui, facilement, chaque fois qu'on n'a pas d'étiologie à des manifestations articulaires. Il faut avoir la main facile. Et j'ai eu une autre maladie oubliée, c'était une fille obèse, et j'ai diagnostiqué une AGI oligo-articulaire. Et la mère était médecin. Et elle était très fine comme ça, elle était hypotrophique, la mère me faisait de la peine tellement elle était... Et je la revois un mois après, elle me dit, elle a comme antécédent dans l'histoire un déficit en protéine S, la mère, et donc elle a fait même une embolie pulmonaire postpartum, donc elle avait des antécédents lourds. Et quand je la vois lors de la consultation, de la prochaine consultation pour sa fille, qui avait une AGI oligo, elle me dit, on m'a diagnostiqué une maladie cœliaque à l'âge adulte, et le déficit en protéine C était secondaire à une malabsorption tout simplement des facteurs de la coagulation. La vérité, je commence à le faire plus facilement. Parce que s'il n'y avait pas la maladie AGI oligo poly Mounjib Ben Haris qu'il a faite dans le cas du dépistage comme ça, je l'aurais suivi toujours comme AGI polio, point. Alors que la maladie cœliaque, le fait de mettre l'enfant sous régime sans gluten, les arthralgies vont disparaître. C'est un traitement et ça peut s'associer à de véritables AGI, AGI, quelle que soit la forme. Ça peut s'associer à des arthrites comme ça, aiguës, et qui peuvent se prolonger quelques semaines à quelques jours. De toutes les façons, la maladie cœliaque doit être aussi recherchée chaque fois devant une maladie auto-immune chez l'enfant, que ce soit une thyroïdite, que ce soit un diabète ou une hépatopathie chronique auto-immune. Donc, c'est très, très fréquent. On remercie tous les orateurs. On va avoir une pause café de 15 minutes pour reprendre. Donc, on est à l'heure.